Nouvel ordre, les rassemblements publics sont interdits au-delà de 10 personnes. Impossible donc d'ouvrir les salles. Une situation qui met en péril bon nombre de lieux, d'événements, de compagnies et donc d'emplois. Le président de la République a fait plusieurs annonces la semaine dernière pour soutenir la culture et rassurer ses différents acteurs. Sont-elles adaptées et suffisantes? C'est une autre histoire. On va y revenir dans quelques instants. Avant cela, je voudrais qu'on précise avec vous ce qu'est le poids économique de la culture en France pour que nos auditeurs prennent bien la mesure de ce que ça représente. On a lu récemment dans la presse que ça représentait 2,2% du PIB. Est-ce que vous confirmez ces chiffres? Oui, d'abord, bonjour et merci de m'accueillir. Ces chiffres sont exacts. Aujourd'hui, je crois qu'on est plutôt autour de 2,3% du PIB, ce qui représente globalement une somme de 92 milliards d'euros. Et donc, on considère qu'aujourd'hui, les retombées économiques du milieu culturel, pour 1 euro, le ratio serait à 6 ou 7 euros de retombées. Et il a été très justement dit tous ces derniers temps que le poids justement de l'économie de la culture était très sensiblement supérieur, par exemple, à celui de l'automobile. Oui, ouais, j'ai vu que c'était 6 fois celui de l'automobile en Exactement. France. Hein. Bon, on parle bien du produit intérieur brut. Hein, quoi. Euh, Exactement. Alors, étant bien entendu évidemment que la problématique en termes purement économiques est évidemment elle-même contestable, puisque dans nos sociétés, certes, la culture doit être abordée, comme nous le faisons à l'instant, à travers le prisme de l'économie ou des retombées économiques, mais la culture, évidemment, est un enjeu de type anthropologique qui va bien au-delà des pures quantifications arithmétiques. Bien sûr. Alors, si on se concentre sur notre région maintenant, le secteur culturel au sens le plus large représente combien d'emplois? Sachant qu'on a évidemment là-dedans des situations très variées, bien sûr. Bien sûr, alors les chiffres sont évidemment aléatoires selon la définition de l'emploi culturel, mais de manière générale, toutes les sources s'accordent aujourd'hui pour considérer que sur l'Occitanie, c'est environ 70 000 personnes, ce qui représente à peu près 7% du total. Les emplois culturels sont évidemment concentrés de manière prévalente sur l'Île-de-France, comme chacun sait, mais l'Occitanie est en région la deuxième région pour l'emploi culturel après PACA, c'est-à-dire ça représente à peu près 12,4 pour 1000 habitants, étant précisé que sur ces 70 000 emplois, environ 15 000 sont des intermittents qui relèvent de ce qu'on appelle le régime des intermittents du spectacle. Voilà pour une donnée en termes de personnel général sur la région d'Occitanie. Au point on en est là aujourd'hui, donc on est à mi-mai. Globalement, quel bilan, quel tableau peut-on faire de la situation dans le secteur culturel après 2 mois de confinement, sachant que beaucoup de lieux sont à l'arrêt jusqu'en septembre prochain et que la plupart des festivals d'été ont déjà été annulés ou sont en suspens? Est-ce qu'on peut vraiment craindre que de nombreux lieux et événements disparaissent? Alors oui, je pense qu'aujourd'hui c'est une situation qui est sans précédent, puisque si nous parlons par exemple des festivals que vous venez d'évoquer très justement, à l'heure qu'il est, nous avons plus de 90 festivals qui, pour la période d'avril à août, sont pour la plupart d'entre eux annulés, hein, y compris les festivals les plus importants, notamment du point de vue économique que nous évoquions tout à l'heure, du type Festival Radio France, qui a été, après avoir été à Montpellier, étendu sur toute la région depuis 2 ans, le festival comme Marciac, etc. Plus de 90 sont déjà annulés. J'indique au passage qu'il y a une étude qui a été faite par un chercheur de Montpellier, mon collègue et ami Emmanuel Négrier, qui, à l'échelle nationale, montre, avec des chiffres très précis, combien les retombées économiques négatives sont colossales, sont encore une fois sans précédent. Alors on a évidemment
dans la région Occitanie ce type de dégâts économiques considérables. La région a procédé à une enquête. Beaucoup de données sont remontées du terrain, puisque nous avons envoyé des questionnaires, à peu près 1900 questionnaires auprès précisément des acteurs culturels, des structures, des lieux, des associations sont remontés. Et aujourd'hui, le déficit cumulé, qui évidemment ne pourra être vraiment évalué que dans quelques mois, puisque encore une fois, ce sont des chiffres qui d'une part sont fragmentaires et qui ne prennent pas en compte tous les effets induits, parce que l'annulation d'un festival, c'est pas seulement les frais engagés par le festival en termes de paiement des artistes, etc., mais c'est également évidemment les frais non engagés par les festivaliers en termes d'hébergement, de restauration, etc., etc. Toute une série de frais induits que là, nous ne prenons pas encore en compte. Et sur la région, pour vous donner une idée, aujourd'hui, les premiers chiffres en termes de déficit cumulé seraient déjà de l'ordre de 46 millions 350 000 euros, ce qui fait une moyenne médiane de 53 000 euros par structure, avec évidemment des écarts très considérables, puisque lorsqu'on parle par exemple de festivals, la taille des divers festivals et le poids économique est extrêmement variable. Oui. Pour reprendre les chiffres que vous donniez tout à l'heure, cette même enquête montre que pendant la période sur laquelle nous pouvons raisonner aujourd'hui, encore une fois d'avril à août, tout lieu culturel et toute structure pris en compte, ce sont plus de 75% des activités culturelles qui ont été purement et simplement fermées. Alors, on pourrait illustrer cas par cas, secteur par secteur, qu'il s'agisse de l'audiovisuel, du cinéma, des librairies, etc. Dans tous ces domaines, les dégâts financiers sont considérables et sans l'intervention très volontariste des collectivités territoriales, de la région pour laquelle je peux m'exprimer prioritairement, mais la région travaille avec évidemment l'État, via la DRAC, avec les départements, avec toute une série de structures, qui sont des structures d'amplitude nationale. Pour le livre, par exemple, c'est avec évidemment le CNL, etc. Sans l'intervention dans des collectivités publiques, ce serait un désastre. Et pour lequel, pour répondre directement à votre question, nombre de structures ne pourraient absolument pas se relever. C'est-à-dire que l'idée selon laquelle la culture pourrait être abandonnée au marché, aujourd'hui, subit évidemment un démenti flagrant et sans appel. Alors, on va revenir tout à l'heure là donc sur les mesures qui vont pouvoir être menées au niveau régional, mais avant, je voudrais qu'on parle des annonces qu'a faites le président de la République la semaine dernière. Il a annoncé plusieurs mesures. Bon, reste à voir comment elles seront mises en œuvre. On va pas faire de procès d'intention, mais qu'est-ce que vous avez pensé du contenu de son intervention, des mesures qu'il a annoncées et entre autres de ce curieux concept d'été apprenant et culturel qui a l'air tout droit sorti d'un rapport de l'Éducation nationale? Oui, écoutez, d'abord, je crois, le contexte, il faut rappeler que cette intervention faisait suite à une tribune de personnalités nombreuses et connues de la culture mettant en cause l'absence et le mutisme total du ministre de la Culture. Et la manière dont cette intervention a été programmée, le président en bras de chemise, avec force, mouvement des bras, etc., relever directement, il faut bien le dire, sans jouer les Cassandres et sans esprit critique excessif, d'un coup de communication. D'abord, il a évoqué la logique de la concertation, sauf que malheureusement, ni les syndicats, ni les différentes associations d'intermittents n'étaient les interlocuteurs. Il a choisi 13 interlocuteurs, qu'il a choisi en fait comme un monarque, comme Jupiter, comme une espèce de mécène, ce qui n'est pas de mon point de vue le rôle de l'État. Ce qui était également symbolique, et en matière de culture, les symboles sont toujours très forts. Le ministre de la Culture était inexistant à côté de lui, c'est-à-dire il était un collaborateur muet qui prenait des notes. Or, je suis convaincu que les politiques culturelles au plan de l'État reposent précisément sur un ministère de la Culture fort, reconnu, et ça n'est pas par hasard que les figures, on pourra discuter évidemment, de Malraux ou de Lang sont restées.
parce qu'une politique culturelle est liée effectivement au prestige, à la notoriété, à la reconnaissance du ministre de la Culture. Alors quant au fond, les modalités d'application, notamment de la fameuse année blanche pour les intermittents, exactement, à mon avis, est la mesure phare, celle à laquelle on peut souscrire, sauf que dans l'état actuel, pour l'instant, les mesures d'application restent extrêmement floues, que notamment toute la question de ce qu'on appelle les primo-entrants reste à déterminer, parce que les primo-entrants ne sont pas seulement les nouveaux qui doivent rentrer dans le système, mais tous ceux qui étant sortis du système, parce que n'ayant pas les 507 heures sur une période déterminée, doivent y re-rentrer. Et donc là, évidemment, pour eux, la question n'est pas réglée, de même que n'est pas réglée la période effective de couverture de ces 12 mois. Et pour revenir à votre question, le vocabulaire est évidemment assez étonnant. Parce qu'outre ce que vous avez évoqué, et j'y souscris totalement, qui est un vocabulaire qui est évidemment très peu explicite pour les gens de culture, il a également dit des mots tels que révolutionner l'accès à la culture, réinventer la culture, qui sont évidemment des termes que l'on peut considérer forts dans une politique de communication, mais en termes de politique culturelle, qu'est-ce que ça signifie réellement? Les seuls éléments très concrets, c'est notamment la jonction entre la culture et l'école sur le temps périscolaire, mais qui évidemment là encore est un peu problématique. Si la culture et les enseignements artistiques à l'école sont une question fondamentale qui est posée depuis très longtemps et finalement qui n'a jamais abouti, penser que les intermittents peuvent récupérer leurs heures dans le temps périscolaire est évidemment un autre problème, car les gens de culture ne sont évidemment pas des animateurs culturels. Donc, sur la forme et sur le forme, il y a beaucoup de questions qui sont posées par les effets d'annonce du président Macron. Alors, il nous reste très peu de temps, là, rapidement, concernant ce que pourrait faire donc le conseil régional, les collectivités de notre région, les métropoles de Toulouse et Montpellier, pour soutenir les acteurs de la culture en Occitanie. Qu'est-ce qu'on peut d'ores et déjà annoncer? Alors, si vous voulez, très synthétiquement, pour être bref, la décision en région a été prise de maintenir les aides à l'ensemble des acteurs culturels, c'est-à-dire aux festivals, aux structures, etc. C'est-à-dire qu'il y aura un versement simplifié des subventions votées pour toutes les actions 2020 qui, y compris, ont été annulées. C'est-à-dire qu'il s'agit de maintenir à flot tous les acteurs culturels. Deuxième élément, mais ça a été dit dans votre journal, c'est l'ouverture d'un fonds exceptionnel de soutien aux associations. Mais dans les associations, évidemment, les associations culturelles jouent un rôle majeur. C'est un fonds exceptionnel de 5 millions d'euros. Je n'entre pas dans le détail des modalités d'application, donc ce sont deux volets extrêmement importants. Troisième volet, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est toute une série de mesures en préparation, en concertation avec les autres collectivités territoriales, notamment les départements et évidemment les DRAC. Et nous avons également mis en œuvre une action en quelque sorte de remontée des données à partir en particulier de nos 3 agences culturelles dans le domaine du spectacle vivant, de l'audiovisuel et du livre, et dont les professionnels eux-mêmes, au cours de toute une série de réunions en visioconférence, ont fait part de leurs attentes, de leurs demandes, et ce sont toutes ces demandes qui sont en train, au cas par cas, d'être examinées pour voir dans quelle mesure et jusqu'à quel point les collectivités, en l'occurrence la région, peuvent répondre aux attentes des professionnels pour éviter ce que vous évoquiez en tout début d'interview, c'est-à-dire l'existence même d'un certain nombre d'entre elles. On doit arrêter, là, on arrive maintenant au bout, là, je suis désolé de vous arrêter là. Merci beaucoup Serge Rebourg, on vous souhaite une très bonne journée, merci de nous avoir apporté votre expertise. Merci. C'est à vous Francky Guéret pour la suite de cette matinale.